Najib présente depuis 2014 un talk show culturel, Sada El-Ibda, sur la télévision marocaine Oula. Avec Mariam Khalil ici présente. Et le réalisateur de l'émission est là. Une sortie éminente qui parle aussi du monde de l'art et des artistes, et ils se sont donné le mot apparemment. Aziza, une fine connaisseuse des hommes et une prostituée aguerrie qui exerce le métier avec pragmatisme et sang-froid. Raouf, dont le prénom désigne littéralement la pitié, pourtant il est surnommé brûleur de rats et le saint patron des insultes. Alors, il y a le paradoxe depuis le début du roman. C'est Ahmed, le criminel, Rahma, ce personnage féminin qui défend sa fille contre son violeur et finit en prison. Amel, cette femme mentor, c'est-à-dire qui initie les hommes, qui apprend à l'enfant la philosophie du corps, pour ne pas dire autre chose, et le rouage du plaisir. Quant à Nika, qui ne cesse d'être, encore une fois, mentor, c'est-à-dire une initiative. Le héros des corps est placé sous le signe de l'errance, de la rébellion, c'est pourquoi on l'appelle Picaro. Il est dévergondé, hirsute, sadique, amoral. Le mérite n'est égal à patience. Et la fragilité n'est pas du tout de la faiblesse, c'est une puissance en soi. Donc non, pas du tout. Non, mais c'était pas une critique. Mais non, mais moi je ne prends rien pour la critique, on soit d'accord. C'était parce que ça m'a rappelé que dans les années de plomb, quand on rentrait d'Europe, de France, d'Amérique, on était fouillés. Il ne fallait pas ramener des bouquins, on pouvait ramener ce qu'on voulait, des crèmes, des trucs, mais pas des bouquins. Et un des livres dont j'ai vraiment rigolé quand je suis arrivée, quand je suis rentrée pour des vacances, un des livres d'un de mes professeurs à Paris s'appelle Sur les romantiques anglais. Et alors, il y a les romantiques anglais en dessous. Et je voulais te dédicacer ça, te dédier ça. Merci. Ça s'appelait Le défi des lumières. Ah, mais c'est pas. Il n'y a pas une baisse de cadence. Et je ne prends pas ça comme une critique. Je prends ça comme une lecture venant de ta part. Il n'y a pas une baisse de cadence dans le deuxième. C'est un choix de le faire concis. Et c'est un choix de le faire aussi nerveux pour répondre à ce qu'on a appelé le printemps arabe. Et je voulais ce final-là extrêmement haché et très vite et qui tombe comme un coup près. Donc c'est un choix plus cinématographique, plus scénaristique qu'autre chose. Maintenant, dans les territoires de Dieu, effectivement, je devais commencer mes publications. Parce qu'il y a d'autres romans qui sont finis, achevés depuis longtemps. Mais j'aurais pu sortir d'autres avant de sortir les territoires de Dieu qui parlent de ma vie, qui parlent de ma famille, qui parlent de ma mère, qui parlent de mes frères, qui parlent de mes potes, qui parlent de gens qui sont dans cette salle. Il y en a un qui est là, qui a partagé avec moi mes années de collège et de lycée, qui sait de ce que. Il y en a d'autres qui sont de mon quartier, qui savent de quoi je parle. Oui, je me suis réconcilié un peu avec moi-même. Mais je suis arrivé aussi pour mon quartier, pour ces gens-là. Vous voyez, c'est peut-être ma façon à moi de dire à ces gens-là merci. Comme quand j'ai écrit ce livre, c'est ma façon à moi de dire à tous les personnages, à tous ces paysages humains qui traversent ce livre, merci d'avoir été là, merci de m'avoir traversé, merci de m'avoir laissé vous traverser. Voilà, je ne donne aucun conseil. À l'époque, c'était un quartier marginal, à la limite de la ville. Et j'ai le souvenir que lorsqu'on prenait le bus du numéro 2, c'est que le soir, il fallait avoir une vraie assurance. Maintenant, Ahmadi est devenu un quartier central. Il est devenu un quartier central, c'est-à-dire, franchement, quand vous regardez le prix du mètre carré actuellement à Ahmadi, par rapport au mètre carré, dans un quartier beaucoup plus lointain, vous verrez qu'Ahmadi est devenu pratiquement, je n'oserais pas dire que c'est un quartier résidentiel, mais effectivement, par rapport aux autres quartiers qui sont pratiquement une dizaine de kilomètres, est devenu un quartier très chez. J'en avais approché quelques-uns, j'en avais même amadoué certains en leur offrant mon sandwich au pain et au sucre, mais devant la gentillesse, ils se tairaient dans le silence, et soudain, l'œil devenait opaque. Plus d'image, plus d'absence. Juste un trou noir, une cavité où la vie ne circulait plus. La gentillesse avait un effet soporifique sur ces gens. Les paroles douces d'un enfant muni d'un sandwich sucré avaient plus de poids que toutes les injections du pavillon des fous. Mes tentatives d'élucider ce mystère s'avéraient vaines. Pourtant, je ne désespérais pas de trouver au fond de l'œil d'un de ces illuminés cette étincelle. Elle a su au moment où elle a marché vers lui, debout sur la digue, que son cœur a déjà cédé. Selma est maintenant saisie par le tumulte grandissant de ses sens enflammés. Son corps entier appelle de ses voeux celui de Si Mohammed.
Elle se sent grandir et dépasser l'étroitesse de cette chambre improvisée sous un ciel bas et menaçant. Une légèreté effrayante et anesthésiante s'empare d'elle dans cette masure sous les étoiles. Une brise venue de la mer, distillée par cette lucarne qui leur sert de fenêtre, vient l'élever dans un élan ralenti. Si Mohamed ne se rend pas compte qu'un souffle neuf vient de faire le tour de la chambre avant de sortir vers le grand air. Quelque chose a imprimé sa légèreté à ses lieux. Salma se laisse emporter par sa aile invisible.